C'est un cours important puisque au quotidien, nous recevons des patients. Je vais raccrocher, Mademoiselle Hamid, je raccroche. S'il y a un problème, il faut me faire signe. M'écrire une discussion, un message. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Voilà. Donc, au quotidien, nous recevons des malades à risque. Et parmi ces malades, nous avons des malades qui sont soumis à un traitement par radiothérapie parce que le traitement de leur pathologie est celui-là. Alors, leur pathologie, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un cancer. Ce sont les cancers de la cavité buccale qui nous intéressent, nous, en premier, malgré que les cancers des voies aérodigestives supérieures nous intéressent aussi, parce que c'est la région où ce traitement va être instauré, et lorsqu'il est instauré, il va y avoir certaines répercussions qui vont donc engendrer des conséquences qui sont néfastes au niveau de la cavité buccale, et ces conséquences vont être des complications muqueuses, dentaires, osseuses, etc. Alors, les cancers de la cavité buccale représentent 30% des cancers des voies aérodigestives supérieures. Et ce sont donc dans 90% des cas des carcinomes épidermoïdes, c'est-à-dire de visu, on les voit. Ils touchent la muqueuse buccale. Comment les traiter? Il y a plusieurs modalités. La chirurgie, la chimiothérapie, que vous avez déjà vu, l'hormonothérapie et les thérapies ciblées, et en principe, on vous en a parlé. Et enfin, la radiothérapie. La radiothérapie, ce traitement peut être employé seul ou en association. Le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires qui vont apparaître au niveau de la cavité buccale. On en reparlera tout à l'heure. Alors, face au cancer de la cavité buccale, nous avons un rôle à jouer, un rôle extrêmement important. Il faut d'abord faire du dépistage. Le dépistage, vous en faites tous les jours. Vous, en tant qu'étudiant déjà, pendant votre formation, on vous le dit, il faut faire comment faire du dépistage, c'est faire un examen clinique correctement, qui permet parfois d'avoir des surprises et de découvrir des choses de manière fortuite, c'est-à-dire par hasard. Alors, pour un malade qui est connu comme étant, qui est diagnostiqué déjà comme ayant un cancer de la cavité buccale, il faut faire du dépistage chez lui, quel que soit le traitement instauré, quelle que soit la période à laquelle il se présente. Il faut le préparer à un traitement anticancéreux, notamment la radiothérapie, parce que si on laisse des lésions buccales au niveau de la cavité buccale, un traitement radiothérapique va avoir certaines conséquences qui font que ces foyers infectieux que nous n'avons pas traités avant la radiothérapie vont prendre de l'ampleur, parce que l'état de la cavité buccale ne sera plus le même, l'état des tissus dentaires, osseux, muqueux, après une radiothérapie, il ne sera plus la même qu'avant la radiothérapie. Il faut aussi connaître les conséquences des répercussions sur la cavité buccale de cette radiothérapie. Les conséquences, avant de les connaître, il faut connaître les facteurs de risque qui sont à l'origine de ces cancers. On classe en premier le tabagisme, l'alcoolisme, les irritations prothétiques quand elles sont chroniques, irritations de tout genre et notamment prothétiques quand elles sont chroniques. Apparemment, il y a aussi certaines maladies virales peuvent être à l'origine de la survenue de ces cancers et aussi un terrain génétique, donc prédisposant le malade à un cancer, également cité. Tout d'abord, le tabac. Le risque augmente. C'est connu. On sait tous que... Madame, docteur, s'il vous plaît, il y a des étudiants attendant que vous acceptez. D'accord, je vais les accepter. Première étiologie citée. Le tabac augmente le risque de cancer avec le nombre de cigarettes et avec la durée, le nombre de cigarettes bien sûr fumées et avec la durée du tabagisme. Le problème, c'est que dans ce tabac, il y a des substances chimiques qui existent dans cette fumée, donc émises par le tabac, qui sont au nombre de 4000. C'est impressionnant. Moi, je viens de découvrir ça en essayant de préparer votre cours. Et parmi lesquelles, il y a quatre substances
que l'on retient à cause de leur rôle physiopathologique, notamment la nicotine, le monoxyde de carbone, les irritants, les hydrocarbures aromatiques. Alors, ce qui permet de développer, ce qui est à l'origine du développement d'un cancer, c'est le mélange de ces produits chimiques qui existent dans le tabac. Et donc, c'est ce mélange qui devient néfaste et qui donc sera à l'origine du développement donc d'un cancer. Il y a aussi, en deuxième lieu, l'alcool. L'alcool parce qu'il contient une substance qu'on appelle l'éthanol qui a un effet carcinogène direct sur la muqueuse buccale. Et ce qui amplifie et qui donc majore la survenue de ce cancer, c'est l'interaction alcool-tabac. Quand ils sont associés, c'est-à-dire quand le malade consomme à la fois l'alcool et le tabac, cela augmente le risque de voir apparaître un cancer des voies aérodigestives supérieures. Ils agissent en synergie. Le premier, qui est l'alcool, va avoir un effet irritant sur la muqueuse buccale, ce qui va favoriser donc la pénétration dans cette muqueuse buccale de substances cancérigènes du tabac. Troisième élément comme facteur de risque, c'est les irritations chroniques, en particulier prothétiques. Une prothèse dans les limites ne respectent pas certaines normes, peuvent donc exercer de manière chronique sur la muqueuse buccale donc un traumatisme qui, à la longue, surtout quand d'autres facteurs viennent s'ajouter, notamment la cigarette, peut être à l'origine donc de la survenue d'un cancer. Enfin, la mauvaise hygiène favorise donc le développement de certaines flores, notamment flores acidogènes, qui peuvent être donc cette flore participe à la dégradation de l'éthanol et accroît la concentration buccale de ce carcinogène qui est l'éthanol. Donc attention, la mauvaise hygiène buccale est citée comme facteur donc de survenue, facteur de risque de survenue des cancers de la cavité buccale. Alors ces facteurs de risque, on les connaît, il faut donc faire de la prévention, éviter donc que ces facteurs soient présents chez le malade et donc informer le patient sur la relation qui existe, sur le fait que le tabac et l'alcool sont à l'origine donc de la survenue des cancers des voies aérodigestives supérieures et notamment de la cavité buccale, et l'informer également de la relation qui existe entre la consommation du tabac et l'alcool. En tout cas, dans notre société, la consommation de tabac, de l'alcool est quand même assez rare. On la retrouve rarement chez les patients que nous recevons au quotidien, mais c'est surtout le tabac dans la survenue donc de ces cancers. Donc, motivez vos patients pour donc cette consommation de tabac cesse. Motivez-les également par l'amélioration de la qualité de leur hygiène en leur demandant de respecter les règles d'hygiène. Dépister aussi, en plus de la prévention, il faut faire du dépistage et nous l'avons dit au départ, notamment certaines lésions blanches ou lésions rouges qui sont considérées comme étant des états précancéreux. À partir du moment où l'aspect de la muqueuse buccale, comme ici, une plaque de leucoplasie, un lichen ou une plaque rouge ici, qui est une dysplasie de l'épithélium, à partir du moment où l'aspect de la muqueuse buccale donc se modifie, cela veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se produire au niveau des cellules épithéliales qui vont subir pour les lésions blanches une hyperkératinisation comme le lichen ou la plaque de leucoplasie, ou alors une dysplasie de l'épithélium ici dans le cas des érythroplasies. Donc, c'est des états qui doivent nous inquiéter, qu'on doit donc éradiquer pour réduire l'apparition de cancer, parce que ce sont des lésions qui constituent un état précancéreux, donc un état qui précède la survenue d'un cancer. Et quand on va les éradiquer, il faut les soumettre c'est-à-dire quand on va faire une biopsie, XRS, il faut les soumettre à un examen ANAPAT qui permet donc parfois de découvrir que déjà elles ont déjà dégénéré vers le stade de cancer à son début. Et un cancer débutant, quand il est traité à ce stade-là, il y a un meilleur pronostic, donc une guérison meilleur pronostic. Il faut faire du dépistage également concernant les cancers eux-mêmes. Comment faire du dépistage? C'est en réalisant un examen clinique comme il se doit. En réalisant un examen clinique comme il se doit, en examinant toutes les parties de la cavité buccale, des lèvres vers l'oropharynx, nous pouvons parfois découvrir fortuitement, par hasard, lors d'un soin dentaire, lors d'un examen clinique de routine, découvrir des lésions qui
qui pourraient passer inaperçues, que le malade n'a pas encore découvert. Donc, c'est une découverte fortuite. Parfois, le malade vient nous voir pour un trismus, une douleur de la langue, une gêne à la protraction de la langue. Et là, ces signes fonctionnels doivent attirer notre attention. Le pourquoi. Parfois, ces signes fonctionnels accompagnent une lésion qui, à ce stade-là, est déjà importante. Et on parle à ce niveau-là de découverte tardive. Donc, lésion importante de découverte tardive dès qu'il y a des signes fonctionnels qui sont là. Et ce sont parfois ces signes fonctionnels qui font que nous découvrons donc la tumeur avec laquelle ils sont en rapport. Nous pouvons également dépister le cancer par le fait que nous découvrons un ganglion, une adénopathie cervicale. Cette adénopathie cervicale, lors d'un examen clinique, quand nous la retrouvons, on doit savoir la lier à quelque chose. Pourquoi cette adénopathie cervicale? Est-ce qu'elle est d'origine inflammatoire? Est-ce qu'elle est d'origine tumorale? Donc, la découverte d'une adénopathie cervicale doit faire rechercher une éventuelle tumeur primitive buccale que nous pouvons donc retrouver. Alors, la radiothérapie. Donc, la radiothérapie, c'est une technique médicale qui utilise les rayons. Le but, c'est quoi? C'est détruire les tumeurs cancéreuses. Donc, en détruisant leurs cellules, les constituants qui sont les cellules de ces tumeurs cancéreuses. Cette radiothérapie peut être locale, peut être un traitement local ou un traitement loco-régional. Loco-régional, ça veut dire que ça concerne et la tumeur et les ganglions satellites. Elle peut être seule, introduite seule. Quand? C'est-à-dire exclusive. Lorsque on traite des petites tumeurs. Lorsque parfois on traite des tumeurs qui sont trop évoluées pour le chirurgien. La tumeur a pris un volume extrêmement important qu'il est impossible de réaliser un traitement chirurgical et à ce moment-là, on va vers la radiothérapie. Elle peut être en palliatif, c'est-à-dire à visée symptomatique. Le malade est à un stade très avancé de sa pathologie et on fait ce qu'on appelle du palliatif juste pour traiter les symptômes chez le malade. Donc, elle peut être exclusive, c'est-à-dire seule, et elle peut être associée ou même complémentaire. Associé à quoi? Un traitement systémique qui peut être la chimiothérapie, puisque c'est des traitements qu'on a cités en introduction, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées, soit de façon concomitante, c'est-à-dire en même temps, soit de façon séquentielle, c'est-à-dire qu'on commence par un traitement et on va vers l'autre. La chimiothérapie aide à détruire les cellules cancéreuses en rendant donc les cellules vulnérables à la radiothérapie, c'est-à-dire en les affaiblissant. Elle a un effet potentialisant. Deuxième éventualité dans cette association de traitement, elle peut être à titre adjuvant, c'est-à-dire on fait une chirurgie et dans un deuxième temps, on va vers la radiothérapie pour faire du nettoyage, c'est-à-dire s'il y a quelques cellules qui sont restées tout autour du lit tumoral, c'est-à-dire s'il y a des agrégats microscopiques de cellules tumorales, cette radiothérapie complémentaire, à titre adjuvant, va donc détruire ces cellules tumorales, ou alors même s'il y a également des ganglions restants. Donc, soit exclusivement radiothérapie comme traitement, soit associé à un traitement systémique, ou alors donc comme adjuvant complétant un traitement chirurgical. Alors, la radiothérapie utilise quoi? Utilise des rayonnements. Les rayonnements dans un but thérapeutique. Le but, c'est quoi? C'est délivrer de la manière la plus précise possible, c'est extrêmement important ce que je suis en train de dire ici, la dose de rayonnement prescrite à un volume tumoral. Le but aussi, c'est d'épargner au mieux les tissus avoisinants. Et pour le faire, l'objectif, c'est quoi? Car l'objectif, c'est quoi? Donc, détruire, cibler la manière la plus précise possible le volume tumoral en évitant d'irradier les tissus sains avoisinants. Car l'objectif, c'est quoi? C'est de léser le matériel génétique des cellules cancéreuses. Et donc, la cible, ça va être l'ADN. En gros, soit nous allons provoquer une mort cellulaire immédiate en créant une double cassure des deux brins de l'ADN, puisque vous savez que l'ADN, c'est une double hélice, soit en modifiant la structure de l'ADN, et donc la cellule serait incapable de se diviser. Donc, on stoppe la division cellulaire, on provoque donc une mort cellulaire, qui est dite mort cellulaire différée, et par conséquent, la tumeur n'évolue plus.
parce qu'il n'y a pas eu division cellulaire. Ça, c'est l'objectif, c'est léser le matériel génétique de manière différente. L'objectif aussi, c'est d'épargner les tissus sains, donc de limiter les effets délétères sur les cellules saines qui constituent les tissus sains. Il faut savoir que si on ne les évite pas, ces tissus sains, en prenant certaines précautions, les cellules saines ayant une même radiosensibilité que celle des cellules cancéreuses, ils vont donc être détruits pour rien sur le trajet de l'irradiation. Donc, on fait de notre mieux pour éviter la destruction des cellules constituant les tissus sains et donc pour éviter, parce que si on détruit par exemple des cellules glandulaires parce qu'on n'a pas pris les précautions qu'il fait, parce qu'on a mal ciblé le volume tumoral, eh ben, il va y avoir des effets. C'est quoi? C'est une hypocyallie. Et l'hypocyallie va être à l'origine de caries dentaires, de candidose, etc. Donc, cibler le matériel génétique et limiter les effets néfastes, les effets secondaires sur les tissus sains. Mais comment on va les limiter? Comment on va les éviter? C'est d'avoir le contrôler le volume d'irradiation, c'est-à-dire celui de la tumeur, contrôler la dose totale à délivrer. Ça, c'est très important. Deux choses importantes. Alors, la dose totale à délivrer à la tumeur, elle est exprimée en Gray. Cette dose est définie par des logiciels. C'est le travail du radiothérapeute. Elle dépend de quoi? De la tumeur elle-même et donc de sa nature, parce qu'il y a des tumeurs qui sont plus radiosensibles que d'autres. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Il y a des étudiants qui attendent que vous acceptiez. Vous savez, si je passe mon temps à accepter les étudiants, est-ce que je vais continuer? Mais allez, je vais admettre une dernière fois. Aïe, aïe, aïe. Pour cibler la tumeur, il y a une manière de le faire, il y a une technique. Et pour mieux cibler, pour éviter les effets secondaires, c'est déterminer le volume de la tumeur. Il y a des appareils qui sont faits pour ça. Déterminer la dose totale à délivrer grâce à des logiciels. Chaque type de tumeur, chaque volume tumoral nécessite une dose qui lui convient. Plus le volume tumoral est important, plus le volume d'irradiation est important et plus donc la dose est importante. Donc, il faut contrôler le volume tumoral pour déterminer la dose à délivrer à cette tumeur. Cette dose doit être fractionnée, donc il y a un nombre de séances à donner, vous le verrez tout à l'heure avec le détail, et ce nombre de séances doit être étalé dans le temps. C'est pour permettre que les tissus sains cicatrisent. On avance, vous allez comprendre ce que je suis en train de le dire ici par la suite. Donc, contrôler le volume tumoral, donc déterminer le volume de la tumeur, pour déterminer la dose qui lui est nécessaire, la dose qui doit être délivrée et qui est exprimée en Gray. Donc, tout dépend de la nature de la tumeur, du volume de la tumeur, et donc de là est définie la dose d'énergie à délivrer à cette tumeur. Alors, le rythme classique, c'est que à chaque séance, on doit délivrer 2 grés par jour. 2 grés, une dose de 2 grés de rayonnement. On le fait 5 fois par semaine, donc par semaine, on donne 10 grés par semaine. Et c'est ça, le fractionnement. On doit fractionner la dose. Si une tumeur doit recevoir 60 grés, elle doit être fractionnée. On ne donne pas les 60 grés en une seule séance. Donc, il faut des séances quotidiennes. Il faut donc par semaine donner 5 fois par semaine, ça veut dire on va vers 10 grés par semaine. Et si on doit donner 40 grés, il faut 40 semaines. Si on doit donner 60 grés, il faut 6 semaines. Parce qu'il faut savoir que la dose de rayonnement dans les tumeurs cervico-faciales, elle varie entre 40 et 60 grés à peu près. Donc, pourquoi ce fractionnement? Pourquoi cet étalement, ce fractionnement dans la semaine? Et pourquoi cet étalement en 6 semaines? Parce qu'en réalisant plusieurs semaines hebdomadaires étalées, plusieurs séances étalées sur plusieurs semaines, les tissus sains peuvent se restaurer. On leur donne le temps de se restaurer. Donc, le principe, c'est détruire les cellules cancéreuses en donnant un dosage suffisant pour éliminer les tumeurs sans endommager les tissus voisins, donc en leur donnant le temps de se restaurer. La dose totale,
Elle est variable selon le stade tumoral. Donc, chaque tumeur, selon son volume, on lui donne une dose déterminée. C'est pas moi qui choisis, c'est pas le radiothérapeute qui choisit, c'est le logiciel qui est contenu dans l'appareil. Ensuite, on étale la dose totale à délivrer et définie. Elle doit être étalée, c'est-à-dire il faut plusieurs semaines sur la durée. Et donc, ce fractionnement permet donc la restauration des cellules saines. C'est pour préserver au maximum les cellules saines. Ça, c'est le schéma qui montre pourquoi ce fractionnement et pourquoi cet étalement. Alors, quels sont les appareils qui permettent de délivrer donc ce rayonnement, ce traitement par rayon? Nous avons deux modes de radiothérapie. La première mode, c'est la source de radiothérapie est externe. Elle peut être radioactive, c'est le cas de la télécobalthérapie. Elle peut être, donc, il peut s'agir d'accélérateurs de particules. Ce sont les électrons ou les protons. Ça, ce sont deux modes, mais les deux, la source est externe. Deuxième mode, la source est implantée dans la tumeur. Et c'est une source radioactive. Regardez bien. Donc, source externe peut être radioactive. Il peut s'agir d'accélérateurs de particules. Source implantée dans la tumeur, c'est la curithérapie et là, elle est toujours radioactive. Alors, on commence par l'endocurithérapie ou la curithérapie. Le but, elle consiste à faire quoi? À implanter dans la tumeur, des fils ou des cavaliers d'iridium 192. On appelle ça la curithérapie interstitielle. C'est une source radioactive. Elle est indiquée dans les petites tumeurs de la langue, du plancher ou des lèvres. Alors, celle-là, elle nécessite ce qu'on appelle une protection plombée. Elle nécessite une protection plombée afin de limiter les radiations des tissus sains environnants, surtout l'os mandibulaire. Parce que parmi les complications de la radiothérapie, il y en a plusieurs, c'est l'ostéoradionécrose. Et là, c'est une complication redoutable qui est très difficile à traiter. Et les dégâts, vous allez les voir tout à l'heure. Alors, dans la curithérapie, donc, il faut un appareil, une protection plombée. L'appareil de protection va permettre de réduire les doses distribuées aux tissus voisins. Regardez ici un appareil de protection plombée placé au niveau de l'arcade chez ce patient. Il permet également d'éloigner les tissus par l'épaisseur résine-plomb. Ici, résine-plomb. Ici, c'est du plomb tout court. Donc, après prise d'empreinte, il faut confectionner donc un appareil de protection plombé. Le plomb, donc, va isoler le tissu osseux et donc le mettre à l'abri des irradiations. On n'en a pas besoin. Alors, la radiothérapie, deuxième type de radiothérapie, c'est la radiothérapie externe. Elle est dite aussi transcutanée. Nous avons dit tout à l'heure, ça peut être de la télécobalthérapie, ça peut être des accélérateurs de particules, protons, électrons. Ici, source radioactive. Alors, cette radiothérapie transcutanée, elle est dite, tout d'abord, au départ, c'était une radiothérapie conformationnelle 3D. 3D, elle a utilisé les TDM ou l'IRM, image par résonance magnétique. C'est l'utilisation de ça a permis donc de définir de manière exacte le volume à irradier, de déterminer les rapports avec les tissus sains de manière très précise. Donc ici, le volume d'irradiation est bien ciblé. Les tissus sains sont mis à l'abri. C'est ce que nous recherchons. Cette radiothérapie conformationnelle 3D a été enrichie par la modulation d'intensité, c'est-à-dire dans un même volume d'irradiation, on peut utiliser des rayons d'intensité différentes selon la région de la tumeur, selon la région du volume tumoral. Celle-là, elle permet d'irradier des tumeurs de forme concave. Donc, les rayons vont épouser la tumeur, la forme de la tumeur. Et là, on cible mieux la tumeur et on évite mieux les tissus sains. C'est ce qu'on appelle la radiographie par modulation d'intensité. Alors, cette radiographie par modulation d'intensité utilise des faisceaux d'intensité différentes dans un même volume tumoral, dans un même champ d'irradiation, dans le but de produire plus de degrés de liberté dans la répartition de la dose et une conformation précise. Une conformation, c'est-à-dire, elle épouse la forme
de la tumeur. Et là, tout est défini par des logiciels. C'est les logiciels qui le définissent et qui permettent donc de cibler mieux le volume tumoral et donc d'éviter donc de cibler pour rien les tissus sains. Alors, cette radiothérapie, le malade est préparé pour aller vers la séance de radiothérapie. Ce malade se présente, c'est des étapes qui précèdent, ce sont des étapes qui précèdent les radiations. On relève les contours du patient dans différents plans grâce à l'IRM, grâce au scanner. On repère le volume cible et aussi les organes critiques, les organes qu'il faut éviter, notamment les glandes salivaires. Et enfin, la dosimétrie par rapport à tout ça, le logiciel, donc, lorsqu'on doit lui donner, on lui donne toutes ces données, il va donc définir la dosimétrie grâce à un logiciel. Cette dosimétrie pour les tumeurs des voies aérodigestives supérieures peut varier entre 65 et 70 degrés à titre curatif et entre 45 à 50 degrés en cas de curage ganglionnaire, c'est-à-dire lorsque nous avons trouvé des ganglions en rapport avec ces tumeurs, qu'il va falloir donc irradier. Alors, on doit aussi, le radiothérapeute, ça se passe dans un service de radiothérapie, toutes ces étapes qui précèdent les radiations se passent dans un service de radiothérapie, donc relever les contours du patient, repérer le volume cible, désigner la dosimétrie, c'est-à-dire définir pour ce cas précis, la dose à délivrer à cette tumeur par rapport à ce volume. Et donc, il va étudier la distribution de la dose dans le volume irradié, c'est-à-dire en combien de séances et comment que ça va s'étaler. Alors, le champ d'irradiation dans les tumeurs des voies aérodigestives supérieures. Alors, ces champs d'irradiation incluent de manière différente les maxillaires, les glandes salivaires et les dents en fonction de la nature de la tumeur, sa taille. Tout à l'heure, j'ai parlé de volume tumoral qui est important. Plus le volume de la tumeur est important, plus on donne une dose d'irradiation élevée, en fonction aussi de sa localisation, de la tumeur et de l'extension ganglionnaire. Alors, pour les tumeurs des voies aérodigestives supérieures, d'abord pour les tumeurs de l'oropharynx. L'oropharynx qui est constitué par l'amygdale, le voile du palais et la base de la langue. C'est ici. Si cette tumeur siège à ce niveau-là, le champ d'irradiation, il doit inévitablement passer par les parotides. C'est inévitable. Passe par une partie des sous-maxillaires, les prémolaires et les molaires sont concernés. Donc, quand vous recevez un malade et qui vous, dans sa fiche clinique ou dans sa fiche navette, il vous dit que ce malade présente une tumeur de l'oropharynx, dans une des parties de cet oropharynx, amygdale, ou voile du palais, ou base de la langue, vous devez vous-même imaginer que, attention, les parotides vont être touchées, vont être concernées par cette irradiation. Les sous-maxillaires en partie aussi, et les dents du bas. Donc, dans la préparation du malade, je dois tenir compte de tout ça. Pour les tumeurs du cavum, c'est-à-dire le nasopharynx c'est la partie la plus postérieure. Ici, le nasopharynx est là, c'est le cavum, il est là. Donc, dans ce cancer du cavum, c'est-à-dire la partie qui est la partie la plus postérieure des fosses nasales, l'irradiation concerne tout ça, plus une partie haute de l'oropharynx. Donc, c'est pareil, c'est comme l'oropharynx. Pour les tumeurs de l'hypopharynx et du larynx, c'est plus bas. Ici, les parotides sont concernées. Pour l'hypopharynx, pour le larynx, une partie des glandes salivaires, parotides et parfois les sous-maxillaires. Pour les radiations ganglionnaires, ici, les ganglions, c'est les prémolaires et molaires qui sont concernés du bas. Enfin, pour la maladie de Hodgkin, qui est une maladie due à une prolifération des cellules lymphoïdes des glandes lymphatiques, toujours, je vous fais un petit rappel entre guillemets pour vous rappeler ce que c'est. Le champ, dans la maladie de Hodgkin, englobe les glandes salivaires principales, la moitié de la hauteur des racines mandibulaires et tous les germes dentaires s'il s'agit d'un enfant. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que pour les cancers des voies aérodigestives supérieures, l'irradiation concerne dans la plupart des cas la parotide.
Dans certains cas, là, comme les tumeurs de l'oropharynx, c'est parotide et partie lasso-maxillaire. Le cavum, c'est ces régions-là, plus une extension plus haute. L'hypopharynx, c'est la parotide et les ganglions rétropharyngiens. Le larynx, c'est la parotide et parfois les sous-maxillaires. Les radiations ganglionnaires concernent les dents du bas. La maladie de Hodgkin, toutes les glandes salivaires principales, moitié de hauteur des racines mandibulaires et presque tous les germes des dents mandibulaires. Donc, vous voyez ici, il y a une remarque que je vous donne, j'attire votre attention sur une chose. Attention, les glandes salivaires sont touchées par l'irradiation des cancers des voies aérodigestives supérieures dans la plupart des cas. De salivation, c'est très important. Si vous comprenez ça maintenant, vous allez comprendre le reste, les conséquences de la radiothérapie. Donc, les glandes salivaires sont ciblées dans la plupart des cas, inévitablement ciblées, ainsi que les dents, les prémolaires et molaires mandibulaires dans la plupart des cas quand il y a une irradiation des glandes, quand il y a une irradiation des cancers des voies aérodigestives supérieures. Donc, elles sont ciblées et on va voir les conséquences. Alors, les conséquences, c'est que il y a parfois des complications et des séquelles liées à cette radiothérapie. On vous l'a dit en introduction que la radiothérapie a des répercussions sur les tissus buccaux, muqueux, dentaires, osseux. Alors, parmi les complications, parmi les effets, il y a ce qu'on appelle les effets précoces, c'est ce qui se produisent donc immédiatement ou dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent la radiothérapie. Alors, nous avons tout d'abord, pourquoi elles surviennent ces effets précoces? Elles surviennent pendant le traitement déjà et se poursuivent quelques semaines après la fin de la radiothérapie. Pourquoi elles surviennent? Parce qu'elles touchent les tissus à renouvellement rapide, tels que les épithéliums. Qu'est-ce qui se passe? La couche basale de l'épithélium ou couche germinative qui, elle, donc, renouvelle, grâce à elle, il y a un renouvellement des couches des autres couches, ne peut plus jouer son rôle. Elle n'assure plus le renouvellement des couches épithéliales. Et c'est pour cela qu'il va y avoir donc des effets au niveau du tissu épithélial. Et parmi elles, nous avons l'épithélite qui touche la peau, la mucite qui touche la muqueuse, les troubles du goût, parce que les organes du goût sont également touchés, et enfin la xérostomie, parce que les glandes salivaires sont irradiées. Et tout dépend de la dose d'irradiation. Plus elle est importante et plus ces complications vont prendre un caractère définitif, c'est-à-dire qu'elles deviennent définitives. Alors, les effets tardifs, eux, surviennent dans les tissus, dans le renouvellement de tissus subcutanés, la graisse, les muscles, les os, et vont s'exprimer des mois, voire même des années après la fin de l'irradiation pour prendre des séquelles irréversibles. Alors, nous allons commencer par l'épithélite. Celle-là, elle survient 2 ou 3 semaines après l'irradiation. Pour une irradiation modérée, 40 degrés, pour un type de tumeur qui nécessite une irradiation de 40 degrés, elle va disparaître en 2 à 3 semaines. Elle est remplacée par une hyperpigmentation et une épithélite exudative, c'est-à-dire que l'épithélium va exsuder. Les séquelles, c'est quoi? C'est que, regardez, ici, après une radiothérapie, la peau devient sèche. Elle est glabre. Elle est glabre, ça veut dire qu'elle ne contient pas de poils. Elle est lisse, elle est fine, donc elle est fragile et donne au malade un aspect figé. C'est-à-dire, quand je touche le malade, à la palpation, la peau a un aspect dur. Deuxième, elle nous intéresse beaucoup plus, deuxième complication buccale, précoce, c'est la mucite. Cette mucite peut être un érythème, c'est un mot global, hein, peut être des ulcérations, une infection, et la partie à partir du moment où on atteint 25 à 30 degrés. Je vous ai dit, degrés par jour, 10 degrés par semaine, et on étale. Si on arrive à 30 degrés, c'est-à-dire au bout de la 3e ou 4e semaine, nous allons voir apparaître ce type de complications. Plus on irradie, plus la mucite s'aggrave. On va le voir. Donc, elle apparaît donc parce que l'épithélium buccal est très sensible et parce qu'il est acénitique rapide. Réaction muqueuse, on le voit déjà dès le 10e au 15e jour.
Ce schéma concerne la chimiothérapie, mais c'est valable pour la radiothérapie. Donc, au bout du 10e jour, ici, il y a un problème au niveau de l'épithélium. Nous n'avons plus une couche suffisante qui permet de protéger cet épithélium parce qu'il y a déjà un érythème à ce niveau-là à partir du 15e jour. Regardez, parce qu'il n'y a pas de renouvellement cellulaire. Et elle persiste jusqu'au 21e jour, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour une régénération tissulaire. À partir du 21e jour, ici, la régénération tissulaire de l'épithélium est en train de se faire. Alors, la pathogénie de cette radiomucite, ou mucite radio-induite, ou mucite post-radiothérapique, c'est le ralentissement du renouvellement des cellules basales de l'épithélium qui ne peuvent plus se renouveler et remplacer les couches cellulaires supérieures. Donc, ici, regardez, l'épithélium ne s'est pas renouvelé. C'est à partir du 10e jour que ça commence à apparaître. Puis, au bout du 21e jour, la régénération tissulaire va être observée et donc, tout rentre dans l'ordre. La durée, c'est 2 à 3 semaines après la fin de la radiothérapie, donc durée de cette mucite post-radiothérapique. Donc, quels sont les facteurs aggravants ou les facteurs de risque de cette radiomucite? On l'a dit au départ en introduction, il est lié, donc le facteur de risque, c'est la dose, c'est l'étalement et c'est la durée de l'irradiation. Si c'est pour une tumeur, je dois m'arrêter à 40 degrés parce que c'est une petite tumeur. Donc, l'étalement sera court, la durée de l'irradiation sera courte, la dose sera minime, ne sera pas importante. Si c'est une tumeur de gros volume où je vais aller jusqu'à 60 degrés, à ce moment-là, l'étalement sera plus long, la durée de l'irradiation sera plus longue et le malade reçoit. Et donc, là, les dégâts au niveau des tissus seront importants. Les facteurs aggravants, c'est quoi? C'est l'hypocyalie. Pourquoi? Parce que plus j'irradie, plus les glandes salivaires, leur tissu glandulaire va subir et plus la glande ne va plus fonctionner comme avant et donc je vais m'exposer à une hypocyalie. L'hypocyalie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas suffisamment de salive, je n'ai pas les constituants de la salive qui protègent donc mes tissus et donc la flore buccale va être modifiée. Et il y aura le développement d'une flore acidogène. Acidogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire des caries, ça veut dire des problèmes parodontaux. Comme facteur aggravant, c'est la mauvaise hygiène. Si à cette hypocyalie va se surajouter une mauvaise hygiène, il va y avoir aggravation des lésions. Si en plus le malade est fumeur, il va y avoir donc contribution aux formes sévères des mucites. Ici, c'est une forme grave de mucite. On va avancer. Alors, l'OMS a défini différents stades de cette mucite, de gravité croissante. Plus le volume important tumoral est important, plus j'irradie et plus je vais vers des formes plus avancées de mucite. Puisqu'on a dit mucite, c'est un terme général qui regroupe toute atteinte de la muqueuse buccale. Nous avons 5 grades. Grade 0, absence de réaction muqueuse. Grade 1, nous avons un érythème avec des douleurs minimes. Grade 2, attention, apparition d'ulcération recouverte par un enduit pseudomembraneux, mais elles sont encore inférieures à 1,5 cm. Les douleurs deviennent modérées. Le malade peut encore s'alimenter. Grade 3, les ulcérations augmentent de diamètre. Elles dépassent 1,5. Les douleurs deviennent plus sévères, mais il peut encore s'alimenter. Nous sommes ici au grade 3. Le grade 4, ici, ce sont les ulcérations profondes, nécrotiques, donc il y a nécrose des tissus. Et quand il y a nécrose des tissus, ça veut dire aussi bien l'épithélium que le conjonctif sont touchés, donc risque d'hémorragie. Des douleurs deviennent plus vives parce que c'est des tissus nécrosés. Ici, l'alimentation devient impossible. Et là, le risque, c'est la complication de cette mucite. Et souvent, nous avons des infections, comme ici, une infection candidosique virale ou candidose, comme ici, nous avons une infection candidosique. Les complications tardives s'observent, elles, pour des irradiations à forte dose. La muqueuse, elle devient atrophique, fragile, très sensible à l'alimentation. Parfois, nous avons des ulcérations trophiques, c'est des ulcérations liées à une mauvaise irrigation de la région. Elles sont douloureuses,
Et si nous avons une xérostomie, c'est-à-dire une acialie importante, la face dorsale de la langue devient fissuraire. Donc ici, nous avons une muqueuse atrophique fragile avec des ulcérations, comme ici. Ici, nous avons une langue qui est fissuraire et qui est lisse. Il n'y a pas de salivation. Troisième complication précoce, c'est l'agueusie. C'est quoi l'agueusie? C'est la perturbation de la fonction gustative. Le malade, il n'a plus le goût de ce qu'il mange. Pourquoi? Parce que il y a des récepteurs sensoriels de la muqueuse buccale qui existent au niveau des bourgeons du goût, qui eux sont logés au niveau des papilles gustatives de la langue, sont irradiés. Donc l'irradiation des récepteurs sensoriels de la muqueuse buccale entraîne une perturbation de la fonction gustative qui normalement régresse en 4 à 6 semaines, mais chez certains patients, elle est définitive. Plus on irradie, plus on a des dégâts qui deviennent définitifs et irréversibles, notamment la gueusie. Quatrième complication, et celle-là normalement, ça doit vous parler, c'est des complications salivaires. Pourquoi les complications salivaires? Parce qu'on a une irradiation des glandes qui sont incluses, on l'a dit au départ en introduction, les glandes salivaires sont incluses de manière totale ou partielle dans les champs d'irradiation de manière inévitable pour la plupart des cancers. On l'a dit tout à l'heure. Et quand elles sont incluses, là, on a remarqué qu'il y a hypocyalie. Pourquoi hypocyalie? Parce qu'elles sont très sensibles à l'irradiation. Très rapidement, dès qu'ils sont irradiés, il y a un infiltrant inflammatoire qui apparaît dans le tissu intralobulaire, dans le tissu glandulaire, qui peut aller progressivement vers la fibrose. Une glande fibreuse, est-ce qu'elle produit de salive? Eh bien non, elle produit peu de salive ou pas de salive du tout. Comme c'est peu de salive, je parle d'hypocyalie. Alors, l'intensité de cette hypocyalie varie. C'est pas la même sur tous les malades. Elle dépend de la dose d'irradiation reçue par les glandes salivaires. Et donc, elle dépend de la tumeur elle-même. Si c'est une tumeur importante, la dose d'irradiation est importante. Donc, l'irradiation des glandes salivaires est importante. Elle est très intense. Et on dit que jusqu'à 50 degrés, l'hypocyalie reste modérée. Il y a une gêne fonctionnelle. Cette hypocyalie, ce qui est bien, c'est qu'elle est transitoire et au bout de 6 à 8 mois, on peut retrouver une sécrétion normale. Mais à partir de 60 degrés, l'hypocyalie est plus sévère. Elle peut aller jusqu'à la cyalie totale si on a un volume tumoral important à irradier. Et à partir de cette dose, l'atteinte des tissus glandulaires est définitive. On a dit tout à l'heure que ce traitement en radiothérapie peut être associé à une chimiothérapie. S'il est associé à une chimiothérapie, les dégâts seront encore beaucoup plus importants parce que la chimiothérapie majore l'atteinte salivaire. Elle augmente les dégâts au niveau des tissus glandulaires. Alors, dès la fin de la première semaine, ça veut dire qu'on a donné 10 grés. Je vous ai dit, l'étalement, c'est 10 grés par semaine. L'hypocyalie commence à s'installer. Quand il y a hypocyalie, il se produit quoi? Il y a une salive qui va diminuer en quantité. Donc, la salive, dans les atteintes légères, elle devient mousseuse, un peu blanchâtre. Elle n'est pas très fluide, mais elle est encore assez fluide. À un stade modéré, lorsque les atteintes sont modérées, elle devient beaucoup plus visqueuse. D'ailleurs, elle est filante, regardez ici sur cette image, et elle adhère aux surfaces dentaires. Dans les atteintes sévères, la bouche est sèche, et même lorsqu'on stimule la salivation avec un médicament, elle reste infructueuse. Et ici, dans toute atteinte, le malade ressent un inconfort. Il ne mange plus comme avant, il ressent des brûlures buccales, il n'arrive pas à avaler correctement, il a même des gênes à l'élocution et le port des prothèses, bien sûr, devient insupportable parce que sa salive n'existe pas. Alors, il faut savoir que cette hypocyalie ou ce déficit salivaire a des conséquences. Car ce déficit salivaire, il va être la source de complications buccales liées à la perturbation, donc, des différents rôles joués par la salive. Je n'ai pas de salive, je vais avoir une perte du pouvoir tampon,
Le pH salivaire, quand il y a très peu de salive, il va baisser, il devient acide. J'ai pas de salive, donc j'ai les composants salivaires qui participent à l'action bactéricide de la salive sont diminués. Alors, ce déficit salivaire, il faut savoir qu'il est accompagné d'une diminution de la quantité de salive, mais également une modification de la qualité de la salive. Modification de la qualité de la salive, ça veut dire pH diminué, ça veut dire développement d'une flore acidogène favorable au développement des infections bactériennes et candidosiques et même de la carie. Donc, le déficit salivaire est la source de complications. Pourquoi source de complications? Parce que ce déficit est accompagné par un abaissement du pH et une altération des composants de la salive. Donc, là, il n'y a pas une diminution de la quantité de salive uniquement, mais il y a également une modification de la qualité de la salive. C'est ça l'hypocyalie. Ce qui est important, c'est que cette irradiation du tissu glandulaire a entraîné non seulement une diminution de la quantité de la salive, mais également une modification de la qualité de la salive. pH acide, flore acidogène va se développer, prendre le dessus, et la flore acidogène, flore buccale acidogène, est un milieu, et va donner un milieu favorable au développement de la carie et des infections bactériennes et des infections candidosiques. Alors, quelles sont donc ces infections? L'hypocyalie expose au développement de candidose bucopharyngée. On a dit parce que le pH salivaire est modifié et parce que également tout ce qui est donc éléments constituant la salive, éléments bactéricides sont modifiés. D'où développement d'une flore bactérienne ou candidosique acidogène. Donc, candidose buccale. Candidose buccale, voici un type de candidose ici, pseudomembraneuse, langue villeuse plus ou moins noire. C'est quoi une langue villeuse? Une langue villeuse, c'est une langue où les papilles filiformes sont allongées. Pourquoi elles sont allongées? Parce que à ce niveau-là, il n'y a pas de desquamation. La langue est recouverte par un épithélium kératinisé. Donc, il n'y a pas de desquamation. Quand il n'y a pas de desquamation, la kératine va rester, elle va s'accumuler dans la pointe des papilles filiformes. Elle va s'accumuler entraînant une hyperkératose, d'où épaississement et allongement des papilles. Donc, allongement des papilles donne l'aspect villeux de la langue. Alors, l'allongement des papilles, entre les papilles, il va y avoir quoi? Il va y avoir une colonisation par les bactéries et les candidats. Certaines bactéries vont produire une molécule appelée la porphyrine, qui est produite par les bactéries, et c'est elle qui va donner la couleur noire. Il faut que chaque chose ait son pourquoi. Pourquoi c'est une langue villeuse? Parce qu'il n'y a pas eu d'esquamation, et donc la kératine, les couches de kératine sont restées accumulées sur les papilles, d'où langue villeuse. Langue noire, pourquoi? Parce que entre les papilles qui se sont allongées, c'est un site qui convient aux bactéries et aux candidats, qui vont donc, pour les bactéries, produire une molécule appelée la porphine qui, elle, va donner la couleur noire à cette langue. La complication, autre complication, c'est la nécrose de la muqueuse. On appelle également radionécrose muqueuse, qui est restée fragile et qui peut se développer entre 2 mois et 1 an après la radiothérapie. Celle-là, si elle doit survenir, c'est parce qu'il y a des facteurs favorisants, notamment les traumatismes liés à une prothèse mal adaptée, ou alors si c'est un fumeur. Ces ulcérations sont des ulcérations à base indurée qui peuvent s'étendre en profondeur. Maintenant, si elles touchent la muqueuse en rapport avec les crêtes, et lorsque ces ulcérations évoluent en profondeur, ils vont entraîner une dénudation osseuse. Et en entraînant une dénudation osseuse, l'os est exposé, donc il va être le point de départ d'une ostéonécrose. Après les effets précoces, c'est les effets tardifs de la radiothérapie. Les effets tardifs de la radiothérapie, c'est en premier la limitation de l'ouverture buccale, c'est-à-dire que le malade ne peut plus ouvrir normalement. Pourquoi? Parce qu'en irradiant la zone à la tumeur, on peut parfois irradier les muscles masticateurs.
qui vont donc présenter une fibrose. Les muscles fibreux ne jouent plus leur rôle dans l'ouverture-fermeture. Cette fibrose peut faire suite à une endartérite, c'est une inflammation de la tunique interne des artères, des muscles masticateurs. En irradiant également certains cancers des voies aérodigestives supérieures, on peut irradier l'articulation temporomandibulaire. Donc, en irradiant les constituants de cette articulation, le mouvement d'ouverture-fermeture ne peut plus se faire. Et donc, le malade est exposé à la limitation d'ouverture buccale. Cette limitation, je reviens à ce qu'on a dit au départ, elle dépend de l'importance de la tumeur et sa localisation, et elle est plus précoce si les doses d'irradiation sont importantes et que le volume cible est important. Ce que vous saisissez, plus le volume de la tumeur est important, plus les doses sont importantes et plus les conséquences apparaissent précocement ou alors elles sont importantes. Donc, l'importance de la limitation d'ouverture buccale ici dépend également de la dose de radiation administrée. Ce trismus intense, il va avoir également des conséquences lui aussi. Lui, il est une conséquence de la radiothérapie, mais lui aussi, il va avoir une conséquence pour le malade. C'est une gêne à l'alimentation. Ce malade, parfois, il a beaucoup de mal à s'alimenter. Le trismus ici, regardez cette ampleur, c'est une ouverture buccale qui à peu près est inférieure à 2 doigts, mais elle peut être cette limitation beaucoup plus importante que ça. Gênant parfois l'alimentation, ne permet pas une bonne prophylaxie des caries. Et la réalisation de soins est parfois difficile, voire impossible. Et même la prise d'une empreinte chez ce type de malade est parfois extrêmement difficile. On va essayer d'admettre vos camarades qui attendent. Les caries radiogènes. Donc, les complications tardives, je reviens, de la radiothérapie, les effets tardifs. On a parlé de la limitation de l'ouverture buccale. Il y a des caries radiogènes. Alors, les caries radiogènes, il faut savoir que ce ne sont pas les rayons qui provoquent les caries, mais ces caries sont la conséquence de l'hypocyalie due aux rayons. Les rayons, donc, agissent sur les glandes salivaires. La conséquence, c'est hypocyalie. Et cette hypocyalie, c'est elle qui est à l'origine des caries radiogènes. Donc, les caries radiogènes ou post-radiques ne sont pas dues au rayonnement eux-mêmes, mais sont dues à l'effet indirect des rayons. Donc, l'effet du rayon a été sur quoi? Sur les glandes. La conséquence a été une hypocyalie. Et cette hypocyalie, avec une flore acidogène, favorisant la flore acidogène, va donc, cette flore, être à l'origine de caries. C'est pour cela que les caries sont observées sur toutes les surfaces dentaires, que les dents aient été ou non dans le champ d'irradiation. Pour toutes les dents sont cariées. Et pourtant, on a irradié juste une région. C'est parce qu'il y a hypocyalie. Et les conséquences de l'hypocyalie, ce n'est pas uniquement sur les dents qui ont été dans le champ d'irradiation, mais c'est sur toutes les dents. Alors, ces caries radiogènes, je le dis ici, sont induites par la modification du flux salivaire et donc il n'y aura plus d'auto-nettoyage, par l'acidité buccale due à la baisse du pH. Et cette baisse du pH est à l'origine d'une flore acidogène, dite aussi acidogène et donc cariogène. Donc retenez bien ici, ça c'est très important. Caries radiogènes, c'est effet indirect des rayons. L'effet a été sur les glandes salivaires. Cet effet a engendré une hypocyalie. Cette hypocyalie a à cause de cette hypocyalie, nous allons avoir pas d'auto-nettoyage parce que le flux salivaire est diminué. Le flux salivaire est diminué et donc il est modifié en quantité, mais il est modifié aussi en qualité. Cette modification en qualité consiste à une diminution du pH, donc pH, acidité buccale. Acidité buccale, ça arrange beaucoup la flore microbienne acidogène. Et flore microbienne acidogène, la voici, streptocoque mutant, lactobacille, candida, elle va être à l'origine donc de conséquences, entre autres, les caries dentaires. Caries touchant toutes les dents. Caries, conditions cariogènes, tout ça s'appelle les conditions cariogènes. Tout ça, c'est les conditions cariogènes. Conditions cariogènes,
explique la spécificité de ces caries post-radiques qui se distinguent des caries banales. Les caries banales, nous avons des caries au niveau de quelques dents, mais c'est des caries qui sont particulières, qui touchent toutes les dents et l'aspect de ces caries est un peu particulier. Ce sont des caries avec une coloration brunâtre ou noirâtre des surfaces amylodentinaires. Et on les appelle les dents d'ébène. Ici, on les appelle les dents d'ébène. C'est des caries diffuses, c'est-à-dire qui touchent toutes les dents, qui surviennent rapidement et dont l'évolution et la survenue est extrêmement rapide. Ici, nous avons, ça s'appelle les dents d'ébène. C'est des caries qui, en général, commencent par une déminéralisation de l'émail au niveau des collets et qui diffusent par la suite donc sur toute la surface dentaire, entraînant une coloration noirâtre de dents et ce qui s'appelle donc dents d'ébène. Donc ici, nous avons une déminéralisation au niveau du collet, coloration noirâtre. Pourquoi la coloration noirâtre? Parce qu'elle est due à l'infiltration bactérienne qui donne cette coloration noirâtre. Alors, troisième conséquence, c'est la xérostomie. Xérostomie, c'est une hypocyalie à un stade avancé où nous avons carrément une sécheresse buccale. Pas de salive. Pourquoi pas de salive? Parce que il y a eu atrophie des glandes salivaires, notamment la parotide. Vous avez remarqué, ceux qui ont assisté au tout début, que dans la plupart de l'irradiation des cancers des voies aérodigestives supérieures, les glandes salivaires sont touchées dans la plupart des cas, notamment la parotide. Pour l'oropharynx, il y a la parotide. Et une partie de la sous-maxillaire. Pour le cavum, c'est pareil. Pour l'hypopharynx, parotide. Pour le larynx, une partie de la parotide et parfois la sous-maxillaire. Et enfin, pour les ganglions, les dents inférieures. La maladie de Hodgkin, c'est toutes les glandes salivaires principales. Donc, vous remarquez que quand on irradie les cancers des voies aérodigestives supérieures dans le cadre d'un traitement par radiothérapie, les glandes salivaires sont touchées, notamment la parotide qui est une glande salivaire principale. Et la conséquence, c'est l'atrophie. Atrophie, ça veut dire quoi? Atrophie qui est provoquée par la destruction des cellules souches et un stroma fibreux et vasculaire de la glande. Tout est fibreux et donc la glande, est-ce qu'elle produit de la salive? Elle ne peut pas produire de salive, elle n'est plus fonctionnelle. Alors, l'intensité de cette atrophie, de cette xérostomie, est directement liée à quoi? À la dose d'irradiation. Nous revenons à ce qui a été dit au départ. Plus la dose est importante, plus le volume tumoral est important, plus la dose est importante et plus l'intensité des effets secondaires de la radiothérapie est augmentée. On estime ici, concernant la salivation, car lorsqu'on arrive à 65 degrés, la xérostomie est définitive, la lésion est définitive, et occasionnant des troubles de l'élocution, de la déglutition et grande susceptibilité du malade aux infections buccales et à la carie dentaire. Pas de salive, milieu acide, infection candidodique et bactérienne, carie dentaire. Donc, le malade sera exposé à ce type de complications. Quatrième complication liée à la radiothérapie, c'est les ostéites post-radique ou ostéoradionécrose. Il s'agit là non pas d'une ostéite d'origine d'emblée infectieuse, mais d'une ostéite iatrogène. Pourquoi on appelle ostéite iatrogène? Parce qu'elle apparaît à des doses d'irradiation à partir du moment où on atteint les 40 degrés. Il y a un risque, je dis bien, il ne la fait pas systématiquement le malade, mais cette ostéoïde peut apparaître lorsqu'on atteint une dose de radiation supérieure ou égale à 40 degrés. Dans la plupart des cas, dans 80% des cas, cette ostéite est observée au niveau de la mandibule. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'observe pas au niveau du maxillaire supérieur, mais dans la plupart des cas, elle est observée au niveau de la mandibule à cause du caractère de la vascularisation à caractère terminal de la mandibule. Alors, nous avons des théories qui parlent dans la pathogénie de cette ostéite post-radique. Il y a plusieurs théories qui ont élucidé, parce que sa pathogénie est mal élucidée, donc il y a plusieurs théories. La première théorie dit que cette ostéite, sa cause, c'est une ischémie et une infection. L'autre théorie, c'est l'infection, c'est la nécrose
et la mauvaise circulation, c'est-à-dire l'hypovascularité, l'hypoxie, pas d'oxygène, et l'hypocellularité. Donc ici, c'est deuxième théorie, c'est la nécrose. Les facteurs étiologiques dans l'apparition de cette ostéonécrose, son apparition est imprévisible, car elle peut apparaître des mois, voire même des années après avoir irradié ce patient. Mais il faut un facteur déterminant. Pourquoi cette ostéite post-radique? Le facteur déterminant, c'est la radiothérapie à forte dose, à partir de 40 degrés. S'il n'y a pas eu irradiation, on ne peut pas parler d'ostéite post-radique. Les facteurs déclenchants, il faut pour la déclencher, donc un malade irradié est susceptible dans un délai de mois, de quelques mois, voire des années, de présenter donc une ostéite. Mais pour la présenter, il faut qu'il y ait un facteur qui la déclenche. Le facteur qui la déclenche, c'est un événement traumatique. L'événement traumatique, une nécrose muqueuse, un traumatisme prothétique, ou même nos gestes buccaux iatrogènes, c'est-à-dire une extraction dentaire ou une chirurgie, par exemple, une chirurgie muqueuse ou osseuse, chirurgie parodontale. Ici, regardez, c'est une ostéoradionécrose mandibulaire suite à l'extraction de la 47. Ça aussi, c'est une exposition osseuse post-radique suite à une extraction dentaire. Donc, si on réalise une extraction dentaire chez un malade qui a reçu déjà une radiothérapie sans prendre les précautions qu'il faut, nous avons créé un événement traumatique et donc un facteur déclenchant de cette ostéoradionécrose. Le facteur favorisant, c'est que plus le volume de la tumeur est important, plus le risque est majoré. Et le risque est majoré, il est 5 fois plus, il s'observe dans 5 fois plus important si la tumeur est proche de l'os. C'est pour ça, dans l'endocurithérapie, il faut isoler cet os mandibulaire, je l'ai dit tout à l'heure au départ, avec donc une protection plombée pour éviter que cet os soit irradié et pour éviter qu'il soit donc susceptible de présenter une ostéoradionécrose, même si c'est plusieurs années plus tard. Alors, sur le plan clinique, nous sommes devant deux situations cliniques différentes. La première, c'est une ostéoradionécrose aseptique, c'est-à-dire que l'os, il n'est plus vascularisé, absence totale de vascularisation, mais il n'y a pas de symptômes. Pourquoi? Parce que il y a eu destruction des vaisseaux de l'irrigation sanguine au niveau de cet os, mais qui reste aseptique. Deuxième cas de figure, c'est l'ostéoradionécrose septique, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes et il y a surinfection de l'os. Sur le plan radiologique, cette ostéoradionécrose se manifeste par une image d'ostéite banale. C'est comme dans les ostéites, c'est-à-dire réfaction osseuse, ostéolyse et parfois, dans certains cas, une image de séquestre apparaît, c'est-à-dire un fragment d'os qui s'individualise et qui est une image très pathognomique. Son évolution, en l'absence de traitement, l'évolution est chronique. Il va y avoir extension des lésions, surinfection avec fistule, fracture pathologique et même un préjudice esthétique et fonctionnel. Ça, c'est l'évolution de l'ostéoradionécrose quand elle n'est pas traitée ou même parfois, quand elle est traitée, parfois, c'est très, très difficile de la maîtriser. Voici un cas clinique où il y a eu extraction, il y a eu ostéoradionécrose après l'avulsion de la 35 en territoire irradié. Le même patient, après avoir réalisé une radio panoramique un mois après l'avulsion, les limites de l'alvéole sont floues avec une légère ostéolyse. 2 années plus tard, ce malade a présenté une ostéoradionécrose qui s'est étalée vers la région symphysaire et qui s'est compliquée par une fracture de la mandibule ici. Donc, vous voyez les conséquences d'une ostéoradionécrose post-radique quand nous ne prenons pas les précautions au moment de la réalisation d'une extraction. Ça ne veut pas dire que les extractions sont contre-indiquées après une radiothérapie, même quelques années plus tard, mais on peut les réaliser en prenant les précautions qu'il faut et on les verra plus tard. Alors, les complications de la radiothérapie chez l'enfant sont les mêmes séquelles observées chez l'adulte, sont observées également chez l'enfant. Il faut savoir que chez l'enfant, le problème, c'est les troubles de croissance. Ça, c'est un problème majeur. Regardez,
un profil d'oiseau chez cet enfant, parce que quand on irradie un cancer des voies aérodigestives supérieures et lorsque la région condylienne, qui est un centre de croissance, est irradiée, donc ce centre de croissance ne peut plus jouer son rôle dans la croissance de la mandibule. Il va y avoir donc des troubles de croissance osseuse, comme on le voit ici. Il peut y avoir même des troubles et des perturbations sur le plan du développement dentaire. Alors, micrognathie, agénésie dentaire. Je n'ai pas suffisamment d'images pour le montrer. Vous pouvez vous documenter, vous, plus tard, au niveau de la littérature, et vous trouverez sûrement des images qui peuvent donc répondre à ce texte. Donc, on peut avoir des problèmes au niveau de l'émail, si ce malade irradie en pleine minéralisation dentaire. Il peut y avoir des scléroses musculaires, et cette sclérose empêche le développement de la mandibule avec ankylose temporomandibulaire à ce niveau-là. Donc, il peut empêcher le développement de la mandibule avec toutes les complications que ça comporte. Et bien sûr, comme chez l'adulte, des caries, des candidoses. On peut même observer des pertes de substances osseuses et dentaires, des germes qui ne peuvent pas se former. Ici, nous avons donc des agénésies à ce niveau-là. Le traitement préventif. Alors, les traitements, il y a les traitements préventifs et il y a les traitements curatifs. Alors, les traitements des complications bucco-faciales de la radiothérapie. On commence d'abord par la mucite. Faire un traitement préventif, c'est le mieux. Éliminer les facteurs aggravants, c'est-à-dire les épines irritatifs dentaires ou prothétiques. Instaurer aux malades un programme d'hygiène disant attention, vous allez subir une radiothérapie, vous risquez de développer des problèmes au niveau de dentaire, au niveau de la muqueuse. Brossez-vous avec une brosse à dents souple, utilisez des bains de bouche mais non alcoolisés, brossage avec du bicarbonate de soude. Règles d'hygiène, bain de bouche à établir, bain de bouche, pas d'alcool, pas de tabac, pas d'aliments épicés et pas d'aliments acides. Là, nous avons le Cariax qui est le plus prescrit. Évitez donc la cigarette, c'est très important. Utilisez des bains de bouche sans alcool, comme ici, il est commercialisé chez nous. Nous avons donc le Cariax. Alors, le traitement symptomatique, toujours les bains de bouche au bicarbonate de soude à 1,4. C'est très facile de préparer. Vous mettez dans un verre d'eau une cuillère à soupe de bicarbonate, il est en vente partout. Pourquoi le bicarbonate? C'est pour neutraliser l'acidité buccale. Il a un pH basique, il est faiblement alcoolisé, donc il n'irrite pas la muqueuse buccale, et donc il va neutraliser l'acidité buccale. Il faut, quand la mucite est là, donner des antifongiques, la fungizone, et systématiquement à usage topique, c'est-à-dire à usage local et même à usage systémique. Et pour les langues villeuses, on élimine mécaniquement en utilisant donc des brosses pour langue qui permet donc d'éliminer les villosités. On peut appliquer l'acide rétinoïque qui permet donc de supprimer également ces villosités. Alors, ces mucites sont douloureuses, nous l'avons vu, nous avons vu les différents grades de la mucite. À partir du grade 1, les douleurs commencent à s'installer. Elles sont minimes, ensuite elles sont modérées, ensuite elles sont sévères. Donc, ces douleurs, selon le stade, on peut donc prescrire des traitements pour la prise en charge. Et donc, selon le stade de la mucite, on peut prescrire des gels à base d'anesthésique. La xylocaïne visqueuse existe chez nous, ou le Dinexan, c'est la lidocaïne visqueuse, appliquée plusieurs fois par jour sur les ulcérations muqueuses. On peut administrer un traitement général, c'est quand on est au stade de l'ulcération. Et parfois, il faut les appliquer même avant de s'alimenter, parce que le malade, il ne peut pas s'alimenter à cause de ses ulcérations. Il faut les appliquer 5 minutes après, le malade pourra s'alimenter. C'est un gel que l'on applique sur l'ensemble de la muqueuse buccale. Alors, par voie générale, pour le grade 1 et 2, il répond bien aux antalgiques opioïdes, c'est-à-dire les phénalgan-codéinés à raison, ou le dafalgan-codéiné, on l'administre à raison de 2 comprimés 3 fois par jour par 24 heures. Mais dès qu'on arrive au stade droit, c'est-à-dire au stade où les douleurs deviennent sévères, il faut faire appel aux antalgiques morphiniques qui sont plus efficaces. On peut prescrire qui ont une action immédiate, tels que le buprenorphine, le Temgesic, il est commercialisé également chez nous, 0,2 à 0,4 grammes par prise, c'est-à-dire à peu près 2 comprimés en sublingual, 3 fois par jour par voie sublinguale. Le traitement de l'axérostomie après le traitement de la mucite. Alors, le traitement de l'axérostomie, c'est surtout, il est préventif.
Si ce malade bénéficie d'une radiothérapie conformationnelle avec modalité modulation d'intensité, c'est la seule radiothérapie qui respecte les glandes salivaires, en assurant une meilleure adaptation de la distribution de la dose à la forme exacte du volume. Donc, adaptation de la dose, de la distribution de la dose, à la forme de la tumeur, c'est magnifique. Même des tumeurs de forme concave. Donc, c'est la radiographie conformationnelle avec modulation d'intensité qui, elle, respecte autant que possible les glandes salivaires, et c'est très important puisque c'est l'atteinte des glandes salivaires qui engendre la suite de toutes les conséquences de l'hypoxalie engendrée par l'irradiation des glandes salivaires. Alors, le traitement curatif de la xérostomie, donc le traitement préventif, c'est aller vers la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité. Pour le traitement curatif, c'est-à-dire que la xérostomie, quand elle est installée, on donne des médicaments sialogogues qui vont exciter les glandes, qui vont donc, elles, produire, qui ont une efficacité, donc, dans les hypoxalies sévères, leur efficacité n'est pas très importante, mais qui également sont efficaces lorsque l'hypoxalie est modérée. On peut donner des gommes à mâcher, on peut donner même de l'acide citrique, des produits à base de sorbitol, c'est des chewing-gums. Et le traitement substitutif, c'est-à-dire remplacer la salive, c'est avec de la salive artificielle. Toutes les heures, on utilise de la salive artificielle. Donc, on a le sulfarlem S25 qui est un sialogogue dans les formes qui sont pas sévères, mais dans les formes sévères, ce n'est pas ce sulfarlem ne donne pas grand-chose. On va vers le traitement substitutif, c'est-à-dire ce qui remplace la salive de la personne, c'est-à-dire la salive artificielle. On va vers donc une salive artificielle. On va donner également telles que artésiales. On va donner également de l'huile alimentaire parfois. On peut donner également des lubrifiants comme Bioxtra. On peut également donner comme traitement de la douleur lors des repas, comme on l'a dit tout à l'heure, imprégner la muqueuse avec de la xylocaïne à 5%, 5 minutes avant les repas, laisser agir, ensuite aller vers la prise d'aliments. Donc, le traitement curatif de la xérostomie, c'est d'abord les sialogogues qui donc ne sont pas efficaces dans les hypoxalies sévères, mais qui sont efficaces. Parmi les sialogogues, nous avons le sulfarlem S25, qui sont efficaces dans les hypoxalies qui ne sont pas sévères. Nous avons également les traitements substitutifs pour remplacer donc la salive artésiale, et nous avons des lubrifiants comme Bioxtra, des lubrifiants, et nous avons enfin du gel à base de xylocaïne à 5% qui permet donc avec lequel on imprègne la muqueuse afin de permettre une alimentation sans douleur. Le traitement des caries dentaires maintenant, il y a un traitement préventif. Comme pour tout malade, même s'il n'est pas soumis à la radiothérapie, c'est les mesures d'hygiène. Ici, il faut utiliser une brosse à dents souple et une pâte non abrasive, une pâte fluorée. On en a des dentifrices fluorés comme le fluocaril, comme le Ralb. Il faut utiliser également des brossettes interdentaires, des hydropulsaires, c'est-à-dire en injectant sous pression de l'eau dans les espaces interdentaires. On peut utiliser également les bains de bouche alcalins pour neutraliser l'acidité buccale, notamment au bicarbonate à 1,4%, ce qu'on a dit tout à l'heure, bains de bouche bicarbonatés, car les bains de bouche bicarbonatés, ils ont un pH alcalin, ils neutralisent l'acidité buccale. Il faut aussi aller vers la fluoroprophylaxie dans un cadre préventif. Dès que le malade est candidat à une radiothérapie, il faut penser à la fluoroprophylaxie. Le but, c'est de transformer les cristaux d'hydroxyapatite de l'émail en fluoroapatites qui sont plus résistants à l'action cardiogène des acides. Alors, la fluoroprophylaxie consiste à utiliser un gel fluoré, c'est le fluogel, qui est à une concentration de 5% et qui est placé dans des gouttières porte-gel, des gouttières thermoformées. L'application se fait pendant 5 minutes, donc par jour, à vie. Cette fluorothérapie doit être quotidienne, toujours au même moment
de la journée, elle doit débuter avec le début de la radiothérapie. On peut l'interrompre à un certain moment quand la mucite est importante, lorsque le malade ne supporte pas le port de la gouttière. On le remplace avec des dentifrices fluorés, mais il faut le reprendre dès que possible, dès que les signes de la mucite disparaissent, on doit le poursuivre sur le long terme, c'est-à-dire à vie. Donc, la fluoroprophylaxie est très importante. Elle permet de remplacer les cristaux d'hydroxyapatite en fluoroapatite plus résistants à l'action cariogène. Donc, on protège les dents et donc on prévient. On fait du préventif. Alors, ces gouttières, on les fabrique ici grâce à un thermoformeur. Elles sont interposées ici. On interpose ici un modèle dans lequel on met une plaque thermoformée et ensuite, cette plaque, elle va, une fois qu'elle est placée ici, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple. Donc, donc grâce à ce thermoformeur, il est possible donc sa conception est possible. Et donc, on va la remplir avec le gel et le malade doit la porter pendant 5 minutes par jour, toujours au même moment et à vie. Alors, bien sûr, cette gouttière, elle doit être donc imprégnée de gel fluoré à une concentration de 5%. Le traitement préventif, non seulement la fluoroprophylaxie, mais également, il faut réduire les aliments cariogènes, les hydrates de carbone, tout ce qui est sucrerie. Il faut surveiller le malade de manière régulière. Au départ, c'est une consultation tous les 3 mois au cours des premières années, puis il faut aller vers les consultations donc de contrôle tous les 6 mois, surveiller l'état des dents et prendre en charge une carie dès que possible, dès que cette carie donc se manifeste. En plus du traitement préventif des caries, nous avons un traitement curatif. Pour les soins dentaires, évitez d'utiliser la technique d'anesthésie intraseptale ou intraligamentaire, car ceci pourrait entraîner une nécrose osseuse ou une nécrose muqueuse, ou osseuse. Le traitement de l'ostéoradionécrose, lui, il doit être préventif. Attention. Chaque patient ayant bénéficié d'une radiothérapie doit faire l'objet de bilan et de suivi. Avant la radiothérapie, parce que cette complication qui est l'ostéoradionécrose, elle est redoutable. Elle peut évoluer pendant des années jusqu'à parfois entraîner le décès du malade. Donc, pour faire du préventif, on le fait pour tout, aussi sur le plan muqueux, sur le plan dentaire, mais également sur le plan osseux. Et donc, il faut réaliser un bilan dentaire avant l'irradiation. Ce bilan dentaire, il doit être clinique et radiologique. Pourquoi? Pour détecter les caries, détecter les lésions parodontales et apicales et les dents incluses. Ce traitement consiste à faire un détartrage des soins dentaires et supprimer tous les foyers infectieux latents. Poche parodontale, dents mobiles, caries pénétrantes, kystes, granulome, tous ces foyers doivent être supprimés parce qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème ultérieurement. Il faut éviter de l'enlever systématiquement à titre préventif les dents, puisque après nous aurons des problèmes pour faire une réhabilitation prothétique. Il faut toujours orienter nos extractions vers les dents en futur terrain irradié. Donc le radiothérapeute, quand il vous envoie sur une fiche navette, il va vous dire quel est le type de cancer et vous saurez quel est le terrain qui va être irradié, quelles sont les glandes qui vont être exposées à ce rayonnement, quelles sont les dents qui vont être exposées à ce rayonnement. Et ça, je reviens à l'introduction que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, on doit plutôt penser à supprimer, à être strict sur le plan de la prise en charge pour les dents qui sont dans un terrain irradié par rapport aux dents qui sont dans d'autres secteurs. Alors, les dents strictement incluses ou présentant un traitement endocanalaire parfait, il faut les conserver. Une dent incluse, elle est tranquille, elle ne nous gêne pas, elle n'a aucun contact avec la cavité buccale, je la laisse tranquille. Les dents en sous-muqueuse ou en contact avec le collet de la dent adjacente, il est parfois conseillé de les retirer pour éviter une infection survenant après la radiothérapie. Toujours, donc, avant la radiothérapie, il faut retirer toutes les dents qui ne sont pas conservables. Car les avulsions dentaires après irradiation, et vous avez vu l'exemple de tout à l'heure, sont pourvoyeuses d'ostéoradionécrose. Toute avulsion doit être suivie toujours avant l'irradiation d'une régularisation de crête et d'une suture.
c'est urgent, il faut faire en sorte que la cicatrisation doit être très rapide. Donc, suture gingivale. Il faut suturer pour permettre une cicatrisation rapide. Mais toujours est-il, il faut toujours, et l'idéal serait que l'irradiation ne doit débuter qu'après la parfaite cicatrisation de la muqueuse, sous peine de s'exposer à une ostéoradionécrose précoce. Et en principe, le délai optimal à respecter entre les extractions et le début de la radiothérapie, le tout début est de 21 jours. Alors, quand on est pressé, parce que le traitement s'impose en urgence, il faut faire des extractions multiples, toujours. Il n'est pas encore irradié, je peux faire ce que je veux. Je peux tout faire. Faire des extractions multiples, c'est-à-dire essayer de faire gagner du temps au malade pour éviter de le faire venir à plusieurs reprises, pour éviter qu'il cicatrise rapidement pour aller subir son traitement radiothérapique. Il faut faire des extractions multiples, il faut suturer pour permettre une cicatrisation également rapide et donc pour que le malade soit prêt à sa radiothérapie dans les meilleurs délais. Confectionner les gouttières, j'en ai parlé tout à l'heure pour la fluorothérapie. Confectionner également un écran plan B Cilia Curie thérapie, on l'a dit tout à l'heure. Donc, Cilia Curie thérapie, ça a permis, cet écran plan B, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis ici, il permet de réduire de 50% la dose qui est transmise à l'os. On la réalise après une prise d'empreinte, on confectionne, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des gouttières fluorées en matière thermoformée, ou alors des gouttières dans laquelle il va y avoir donc une feuille de plan qui est interposée de 2,5 mm d'épaisseur. C'est énorme, 2,5 mm. On l'inclut dans le silicone thermoformé, une feuille de plan d'une épaisseur de 2,5 mm qui va protéger l'os pendant la radiothérapie. Alors ça, c'était avant la radiothérapie. Avant la radiothérapie, on peut tout faire. On assainit, on supprime les foyers infectieux, on fait des extractions multiples, on attend que la cicatrisation se fasse, on prépare les gouttières pour la fluorothérapie, on confectionne un écran plan B si le malade doit subir une curithérapie, et donc on va vers la radiothérapie. Ce malade peut, durant la radiothérapie, nécessiter des avulsions. Il arrive parfois que nous recevons des malades qui, eux, n'ont pas eu ce qu'il faut avant la radiothérapie, n'ont pas eu la préparation qu'il faut avant la radiothérapie. Et d'ailleurs, maintenant, c'est rentré dans les mœurs, c'est dans le dossier médical du malade, on oblige le radiothérapeute d'avoir une expertise buccale. Donc, obligatoirement, il doit passer par le médecin dentiste pour faire une remise en état de la cavité buccale. Et dans ce cas-là, et même dans certains cas, si une avulsion dentaire doit être faite, elle est vivement déconseillée. Il faut pendant la radiothérapie. En général, ces malades ont dû subir avant la radiothérapie, c'est la préparation, la remise en état de la cavité buccale. Alors, pourquoi aller vers l'avulsion pendant la radiothérapie, durant la radiothérapie, si on a fait une remise en état de la cavité buccale correctement avant la radiothérapie? Le port de gouttière plan B, moule à la mandibule, réduit les complications, nous l'avons dit tout à l'heure, puisqu'on les a préparées avant la radiothérapie. Il faut éviter les prothèses adjointes pendant la radiothérapie parce qu'ils peuvent être à l'origine traumatisantes et être à l'origine d'une muqueuse qui présente déjà des signes de mucite et donc des signes de fragilité, et donc éviter d'aller vers la radiomucite parce qu'ils ont un appui muqueux qui peut être à l'origine d'une ulcération muqueuse et donc du déclenchement d'une ostéoradionécrose. Alors, ces prothèses, lorsque, à la fin de la radiothérapie, une fois que le malade a été stabilisé, il faut éviter, ils doivent être réévalués et réajustés après la radiothérapie, car leur tolérance et leur stabilité sont en général mauvaises en raison de la xérostomie. Donc, il faut éviter que le malade les porte pendant la radiothérapie. Et à cause de la xérostomie, à cause du fait que la muqueuse devient très sensible, à cause du fait que il y a risque de voir apparaître une ulcération et donc muqueuse, et donc qui va mettre à nu un os qui va donc présenter des signes d'ostéoradionécrose. Après radiothérapie, les avulsions dentaires peuvent être réalisées sur terrain irradié. Je souhaite que c'est plusieurs mois plus tard, puisque s'il a été pris en charge avant la radiothérapie comme il se doit, les extractions, les avulsions ne sont nécessaires que plusieurs mois plus tard, voire plusieurs années plus tard.
Donc, si c'est des extractions qu'il faut réaliser, attention, c'est pas tous les malades qui sont disciplinés, hein. Le malade thérapie, vous ne revenez parfois que plusieurs années après. Et donc, à un moment où vous n'avez pas pu le contrôler, il n'a pas été observé pour des consultations régulières, et à ce moment-là, il peut présenter des lésions dentaires qui sont passées inaperçues, qui sont arrivées à un stade où l'avulsion est indiquée. Alors, cette avulsion, quand elle est indiquée sur terrain irradié, il faut toujours prendre des précautions, réaliser que l'on maintient jusqu'à cicatrisation optimale. C'est pour couvrir le malade d'éventuels risques infectieux. Évitez l'association du vasoconstricteur parce que vous allez faire une extraction au niveau d'un os où les vaisseaux ne sont plus pareils comme avant la radiothérapie. Il y a une ischémie qui s'est installée à ce niveau-là, même si elle est partielle. Et donc, l'apport sanguin n'est pas le même, l'irrigation de l'os n'est pas la même. Si vous utilisez un vasoconstricteur, vous allez minimiser donc l'apport sanguin et donc vous allez être peut-être à l'origine ça favorise l'apparition d'une ostéoradionécrose. La technique chirurgicale doit faire éviter la violectomie, on ne doit pas toucher à l'os. Et si on doit faire un présage, parce qu'il s'impose, il faut toujours le faire avec une irrigation très abondante pour éviter le réchauffement de l'os en utilisant des instruments à faible vitesse. Ça, si on doit le faire, l'alvéolectomie, vraiment, si on doit vraiment le faire. Après avoir terminé notre extraction, il faut suturer hermétiquement, c'est très important. Suturer pour favoriser l'étanchéité, c'est-à-dire de la fermeture. Il faut que ce soit une fermeture étanche, éviter que la pénétration des germes et éviter aussi et permettre aussi une cicatrisation très rapide, une cicatrisation en mettant les berges l'une à côté de l'autre. Ça permet une cicatrisation et donc le risque d'infection est minimisé. Et c'est grâce à ce protocole que l'on optimise la cicatrisation alvéolaire et que l'on réduit l'ostéoradionécrose après extraction en terrain irradié. C'est en prenant donc ce type de précaution. Précaution, c'est quoi? Antibioprophylaxie, éviter l'association de l'anesthésique avec vasoconstricteur, suturer hermétiquement. C'est ça le protocole qui permet d'optimiser une cicatrisation alvéolaire et muqueuse et de réduire le risque. Le risque existe, mais on le réduit en prenant toutes ces précautions. Après les radiations, il y a un suivi aussi, la fluorothérapie. Le patient doit effectuer tous les jours après brossage l'application de gel, je l'ai dit et je le répète ici, à l'aide de gouttières thermoformées adaptées à sa denture, c'est-à-dire fabriquées après prise d'empreinte. Et dans ces gouttières, on utilise donc le fluogel avec une concentration de 5% et qui est appliqué directement sur la denture pendant 5 minutes par jour, tous les jours et à vie. Alors, si le patient rencontre des difficultés à mettre en place les gouttières, on peut effectuer temporairement un brossage à l'aide de dentifrice fluorée. Alors, je dis bien, port de gouttière fluorée commence dès le premier jour de la radiothérapie et à vie. Les restaurations prothétiques ne doivent pas se faire rapidement, immédiatement après radiothérapie, je l'ai dit tout à l'heure, parce que la muqueuse devient sensible, parce qu'il y a la xérostomie ou peut-être il y a l'hypocyalie qui va se corriger. Il faut des mois pour que ça se corrige. Et à ce moment-là, il faut attendre un délai d'1 an par rapport à la fin de la radiothérapie pour mettre en place ces prothèses. Alors, en conclusion, l'irradiation peut être à l'origine de complications précoces ou tardives et de séquelles qu'on peut prévenir et qu'on peut limiter par, avant la radiothérapie, une remise en état de la cavité buccale, par une préparation technique par le radiothérapeute lui-même qui choisit la dose qu'il faut, qui choisit la technique qu'il faut à chaque type de tumeur, et aussi par une remise en état, un suivi post-thérapeutique, régulier. Si on ne revoit pas le malade régulièrement pour mettre de l'ordre dans les choses, on le revoit quelques mois, voire quelques années plus tard, pour faire un geste à risque, un geste invasif, une extraction dentaire par exemple, qui va exposer ce malade à un risque qui est l'ostéoradionécrose. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.